Bonjour et une très bonne année 2022 à tous. Aujourd'hui, on va commencer l'année avec une petite intervention relativement simple. En fait, j'ai sorti mon 464 que j'avais sorti initialement pour la vidéo sur les Amstrad CPC et c'est celui qui ne lit pas les cassettes parce qu'il a la courroie qui ne tend plus, donc on va remplacer la courroie. Et aussi, j'ai un abonné qui habite en Belgique et qui m'a envoyé son FD1 avec son interface DDI1 pour que je regarde pourquoi il ne lit pas les disquettes. En fait, il en lit très peu, 1/5 m'a-t-il dit. Donc, ça nous permettra de voir un petit peu comment il est construit, comment Amstrad a fabriqué ce lecteur. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, justement, ce lecteur. Ce lecteur, moi, ça tombe bien que j'en ai un en prêt ici pour vous le montrer. C'est un lecteur que je recherche depuis très longtemps et que je n'arrive pas à trouver. C'est surtout l'interface DDI qui m'intéresse parce que je ne mettrais peut-être pas forcément un lecteur 3 pouces, mais si je trouvais un lecteur 3 pouces avec son DDI, ben, je serais content aussi. Mais bref, donc on va s'approcher de ce 664 et on va commencer par la première partie qui va être de remplacer la courroie du lecteur de cassette et de l'essayer. Et ensuite, on pourra s'intéresser au lecteur de disquette. Donc approchons-nous. On peut d'ores et déjà voir qu'il y a quand même un petit peu de poussière sur les touches, donc ça vaudra aussi le coup de le démonter, ou au moins partiellement pour nettoyer le clavier. Et ces touches bleues sont un petit peu passées, donc j'essaierai de voir si j'arrive à les ramener un petit peu plus éclatantes. Mais sinon, la peinture est en bon état, hein. Le rouge est toujours rouge. Il est plutôt bien du côté lecteur de cassette. Alors bon, ben... il y a plein de vis à enlever, encore une fois. Donc j'enlève les vis et à tout de suite. Maintenant, pour l'ouvrir, il faut faire attention, il y a plein de connexions. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc on a déjà la connexion pour le lecteur de cassette. Et ensuite, on a les connexions du clavier. Et ce qui va nous intéresser, c'est justement le lecteur de cassette ici. Mais bon, je m'intéresserai aussi au reste pour le rendre un petit peu plus propre, ce 464. Mais je vais dégager un petit peu le bureau, comme ça on aura plus de vue sur le lecteur de cassette. Alors, ce qu'on peut déjà voir sur ce lecteur de cassette, c'est que si on essaie de tourner cette poulie, ça tourne, voilà, ça tourne plus. On tourne cette poulie et celle-ci ne tourne pas. Donc, la courroie ne tend vraiment pas assez, elle est usée. Donc, on va déjà l'enlever. Donc, pour ce faire, on va être obligé d'enlever un petit peu la carte. Comme ça, on voit tout le chemin de la courroie. Et c'est assez simple de la changer, hein. Il faut enlever cette vis-là pour pouvoir la sortir.
Et voilà une courroie enlevée. Je pense que la neuve est quand même beaucoup plus courte. Alors, si on compare, ouais, elle est un petit peu plus courte quand même, hein. On voit que l'autre est très allongée. Et donc, on va remettre cette courroie. Voilà qui ira déjà beaucoup mieux. Et j'ai une deuxième petite courroie, c'est pour le compteur en haut, le compteur de tour. Donc je vais regarder où elle se situe et si je la change ou pas. Ça va nécessiter un beau démontage du lecteur de cassette. Donc je vais enlever quelques vis et je vais le sortir de la boîte et je vous retrouve juste après. Et voilà le lecteur démonté. Donc en fait c'est pas si simple à démonter que ça parce que il faut démonter le potentiomètre qui est là, il faut démonter le bouton marche arrêt qui est là, il faut enlever le haut-parleur sur lequel il va se coller systématiquement la vis quand on dévisse là. Et surtout il y en a une de bien cachée qui est vissée là, que j'avais pas vu au départ. Mais le voilà. Et ce qu'on peut tout de suite voir, c'est que j'ai bien fait de le démonter. Parce que la courroie du compteur, la voici. Alors, quand on regarde la taille de la courroie que j'ai en remplacement et celle-ci, eh bien, je me dis qu'elle a subi beaucoup de traction, cette courroie. Donc, je vais peut-être pas la mettre tout de suite parce que je vais faire un peu de nettoyage et de lubrification à ce lecteur de cassette. Donc je vais me mettre en meilleure position déjà pour regarder un petit peu partout où il y aurait besoin de graisser un petit peu et surtout de nettoyer. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est par le nettoyer un petit peu à l'alcool avec un coton-tige parce que y a pas mal de saleté quand même. Et si on regarde les touches, eh bien elles sont franchement pas propres. Il y a plein de saloperies ici. Mais que je prendrai un torchon pour les nettoyer. Je ne vais pas les démonter parce que je l'ai déjà fait. C'est pénible à remettre tous les anneaux sur la barre ici et puis remettre tous les ressorts. Donc voilà, moi je vais continuer de le nettoyer à l'alcool. Comme vous voyez, c'est pas propre. Et je vous retrouve quand il est nettoyé. Voilà un lecteur un petit peu plus propre. Mais c'est un lecteur de cassette, donc il y a pas mal de parties mobiles dans un lecteur de cassette. Donc il faut mettre un petit peu de lubrifiant. Pour ça, j'utilise un lubrifiant au silicone, hein. C'est pas mal pour les pièces comme ça. Voilà, ça c'est le play. Voilà.
Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lubrifier un petit peu les engrenages. Et pour ce faire, je vais utiliser de la graisse. Comme j'utilise d'habitude sur les lecteurs de disquettes, c'est mon petit pot de graisse mécanique. Et ça va bien pour ce genre de choses. Voilà. Et il devrait aller bien maintenant, ce lecteur de cassette. Donc on va remettre la petite courroie. J'ai vérifié, hein, il fonctionne bien. Donc les chiffres tournent bien quand on tourne la petite roue ici. Donc il faut lui repasser une courroie. Elle est courte quand même, elle me fait un peu peur cette courroie. Pas beaucoup d'espace pour la passer. Voilà, qui est saisie là. Et maintenant, elle va autour du cabestan. Eh ben, elle tend énormément. Un peu trop à mon goût, hein. Mais bon, ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir d'enlever le clavier et je vais pouvoir nettoyer la partie du dessous là et regarder les touches. Donc je vous retrouve quand c'est tout démonté. Et un 464 de démonter. Ah, une des choses les plus difficiles, ça a été d'enlever la LED là, parce qu'ils ont été mettre une colle qui tient bien. Donc, moi, je vais en profiter pour nettoyer cette pièce-là. Et je vais aussi enlever la vitre, donc il se déclipse par le haut ici pour la nettoyer dessous. Voilà. Et ce que je vais aussi faire, c'est que je vais m'intéresser à ce clavier, parce que, comme on le voit, ben, c'est normal hein, pour une machine de cet âge-là, mais bon, alors, il va falloir enlever les touches hein, pour les nettoyer correctement. Et je pense qu'il aura tout de suite un meilleur aspect. Et je vais regarder si les touches bleues, c'est juste du rétro-bright ou si c'est de l'usure, mais j'ai peur que ce soit de l'usure. Donc, je démonte tout ça et je vous rapporte ça propre. Ça se voit peut-être pas forcément bien, mais il est vraiment plus propre. Hein. Je ne m'attendais pas à ça, mais quand je l'ai passé au savon, il faut voir un petit peu la saleté que ça a pu enlever, quoi. Donc, c'est vrai qu'il est vraiment encore plus joli qu'il était tout à l'heure. Mais si je vous reprends en cours, c'est parce que j'ai juste déclipsé le clavier, ce qui permet d'avoir la membrane et donc de la nettoyer. Mais c'est notamment pour vous dire que c'est un clavier Amstrad et que c'est pas un 664, c'est un 464, donc il est monté comme le 6128. J'ai encore vu une vidéo d'un Américain qui démontait un clavier d'un 472 en plus, d'un Anglais, pardon, en arrachant les touches avec un arracheur de touches. Ne faites surtout pas ça sur un Amstrad. Les touches sont clipsées à l'intérieur par deux petits clips. Si vous les arrachez qu'un arracheur de touches, vous êtes quasiment certain de finir avec des clips cassés. Donc il vaut mieux démonter le film, la membrane pardon, et la plaque métallique et venir décrocher les touches avec les deux petits clips une par une pour les enlever. Donc je continue et je reviens avec un clavier propre.
Eh bien, voici un clavier. Et ben, je me suis laissé entraîner par mon virus de la restauration. Et donc, voilà un beau clavier tout propre. Et j'en ai profité pour RetroBrite toutes les touches de couleur. J'aime beaucoup les 464 et leurs couleurs. Donc, voilà. Donc, j'ai pas pu résister à m'en faire un beau. Donc, maintenant que j'ai ce superbe clavier, donc je vais remonter toute la machine, je vais lui remettre son lecteur de cassette et on va pouvoir essayer cette machine flambant neuve, oserais-je dire, voir si elle lit des cassettes. Donc je vous retrouve avec la machine montée. Et voilà un beau CPC 464 remonté. Qu'est-ce qu'il est sympa une fois des bonnes couleurs et tout. Ah, moi j'adore, franchement j'adore les couleurs du 464. Essayons maintenant de charger un jeu. Donc j'en ai pas 50, hein, j'en ai qu'un sur cassette que je vous ai déjà montré, c'est Boulder Dash. Mais le but c'est de voir s'il va le charger. Alors, suspense. C'est bien parti. Donc on va le laisser charger parce que c'est très long à charger. Une cassette, il y en a pour bien 4-5 minutes. Donc je vous reprends quand elle est chargée. Et voici un jeu chargé. Donc ce qui montre que voilà, le lecteur de cassette maintenant fonctionne parfaitement. Et qu'on va donc pouvoir passer à la suite et regarder un petit peu ce DF1. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il ne voudrait pas lire de disquette? Donc, eh bien, je vais arrêter mon Boulder Dash et je vais brancher le lecteur et on se retrouve. Avant de démonter le DDI1, on va déjà regarder s'il est capable de lire des disquettes. Donc, j'ai pris mes vieilles disquettes et on va essayer ça. Bon, bah ma foi, ça m'a pas l'air mal. On va essayer d'en lire une autre. Ça ne lui pose pas de problème, au moins sur cette disquette Amsoft, donc on va essayer autre chose. Bon, ben, on va dire que je vois pas ce qu'il a comme problème pour le moment. On va encore essayer autre chose. Voir s'il va charger une disquette de type système. Bon, ben, ça m'a l'air de gazer. Bon, ben, ma foi, ce lecteur me semble bien fonctionner. Mais néanmoins, je vais quand même le contrôler. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier s'il tourne bien à 300 tours par seconde. 300 tours par minute, pardon. Donc j'ai fait une disquette pour ça avec les outils. Un petit outil qui s'appelle RPM. Qui nous dit que le lecteur tourne à 299 tours par minute. 300, 299, 300.
Donc on est vraiment pile poil dans les clous. De toute façon, ça doit être entre 285 et 290 on va dire et 310. Donc on est vraiment bien. Donc eh ben, je vais quand même le démonter. Ça nous permettra de le découvrir et voir si la courroie tend bien et si tout va bien pour ce lecteur. Donc j'ai enlevé les vis pour gagner du temps. Donc on va pouvoir enlever le capot et découvrir que tout le fond du lecteur est composé par son alimentation et qu'on a le lecteur à l'avant là avec apparemment une carte dessous. Donc je vais enlever le lecteur. Et voici le lecteur qui est dans le DF1. Donc c'est un lecteur comme on va trouver à l'intérieur du 6128 ou du 664. Donc je vais le démonter plus avant pour contrôler la courroie. Et je vous retrouve tout de suite. Donc voici l'intérieur. Et on voit que la courroie a déjà été remplacée, puisque c'est une courroie violette. Mais j'ai remarqué aussi qu'il reste des petits détritus de l'ancienne courroie sur la poulie dans le fond là. On voit du noir dessus. Donc je vais enlever cette courroie violette, je vais nettoyer correctement la poulie, mais sinon je ne lui vois rien de particulier. Il est vraiment très très propre. Il est vraiment impeccable, donc je ne vais pas la changer. Je vais remettre la même. Mais je vais nettoyer un petit peu tout ça, puis je vais remonter le lecteur. Puisque de toute façon, il semble n'avoir pas de souci. Voilà, le lecteur FD1 est tout remonté. J'en ai profité pour... donc la poulie est nettoyée, bien sûr. J'en ai profité pour le graisser un petit peu, pour le... Voilà. Il est très propre, puis bon, il est très fonctionnel. Donc j'ai pas vraiment trouvé d'autres problèmes que ça. Mais avant de finir de le remonter, je voudrais vous montrer la particularité de ce FD1 avec ce DDI. Et particularité qui fait qu'on ne peut pas mettre autre chose au bout de cette nappe facilement, comme un lecteur de disquette ou un Gotek, sur ce DDI. Donc on va s'approcher justement pour voir pourquoi. En s'approchant plus près du FD1, on peut voir que la prise sur laquelle est branchée la nappe derrière, c'est une petite carte dans le fond qui se trouve ici. Et on voit bien le connecteur de la nappe qui repart pour aller par-dessous jusqu'au lecteur de disquette ici. Mais on voit également qu'il y a une petite prise de branchée sur cette carte. Il y a une petite prise de branchée, c'est une prise d'alimentation, c'est du 5 volts. Et ce qu'a fait Amstrad, c'est qu'ils ont réassigné 3 pins sur cette nappe pour emmener le 5 volts du lecteur vers le DDI. En fait, le DDI n'est pas alimenté par le CPC 464, mais il est alimenté par son lecteur FD1 par l'intermédiaire de la nappe floppy. Donc, si vous y branchez un autre lecteur de disquette, eh bien, ça ne va pas marcher parce que le DDI ne sera pas alimenté. Donc, l'Amstrad ne trouvera pas de lecteur de disquette et de disquette. Ne marchera pas. Donc, on peut le faire, mais c'est relativement compliqué. Il faut faire une nappe complètement custom et sortir les 3 différents fils de la nappe pour les alimenter en 5 volts et surtout ne pas laisser rentrer le 5 volts dans le lecteur qu'on rajoute, hein, sinon ça fait des dégâts. Donc voilà, ça c'est pour la particularité de ce lecteur Amstrad. Amstrad a fait ça pour alimenter le DDI, c'est pour être sûr que le DDI est bien alimenté et que sa ROM est chargée avant le reste des ROM de la machine. Donc s'ils avaient alimenté le DDI avec l'alimentation du 464, il y aurait eu des chances que la ROM ne soit encore pas démarrée et donc qu'ils ne trouvent pas le lecteur de disquette. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix. Mais bon, voilà. Donc je vais finir de remonter ce lecteur et on va pouvoir l'essayer une dernière fois.
Donc voici un beau CPC 464 tout restauré alors que c'était vraiment pas prévu au départ. J'avais vraiment l'intention de ne changer que la courroie du lecteur de cassette et de le remettre en marche, mais je me suis laissé emporter. Et donc on a avec un DF1 et son interface DDI qui sont également fonctionnels. J'ai essayé encore plein de disquettes. Il n'y en a aucune qu'il refuse de lire, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il tourne à la bonne vitesse, donc c'est avec une certaine larme que je vais le remettre dans un colis et le renvoyer en Belgique à son propriétaire. Voilà, c'est tout pour cette semaine sur ce CPC 464 et son lecteur de disquette. Alors, encore une fois, une bonne année 2022 et portez-vous bien. À la prochaine!